marche. Nathalie va se présenter. Nathalie, je l'ai rencontrée il y a peu de temps. Elle est là. Je mets mes écouteurs. Voilà. Juste si ça marche. Nathalie va se présenter. Nathalie, je l'ai rencontrée il y a peu de temps. Elle est là. Je mets mes écouteurs. Voilà. Alors voilà. Ok, vas-y. Dis-nous bonsoir, comme ça je check. Tu m'entends? Je suis là. Ok, je t'entends. Alors, on va voir si c'est tout bon au niveau du son pour les personnes qui regardent. On va checker ça, voir si ça joue, s'il n'y a pas d'écho ou pas de choses. De mon côté, ça a l'air bon. Là, je suis bon. Je n'ai pas d'écho parce que j'ai rien d'autre qui tourne. Donc, je devrais être bon. Dites-moi dans le chat, mes amis, si c'est tout bon, si on a bien accueilli Nathalie dans ce live. Donc, je disais, en attendant que les gens répondent, donc il y a toujours une trentaine de secondes, Nathalie, que tu saches, hein, entre notre conversation en direct juste maintenant et ce qui va être donné plus loin. Donc, c'est ça. Je t'ai rencontré il y a quoi? Ça fait quoi? Un mois à peu près? Un mois, un bon mois, un mois et demi? Ça fait environ pardon? Ça fait environ un mois. Ça fait environ un mois, exactement. Je vais mettre un petit peu plus fort sur mon ordinateur, pour si le son est mieux après, que je t'entende mieux. Voilà. Et ton intervention m'a vraiment capté parce que je trouvais que cette thématique de manipulation, de manipulateur et de tout ce que tu as raconté et de ce que tu vas nous raconter était très, très parlant parce qu'on est, je trouve, dans une société où j'entends de plus en plus de personnes qui disent « Ah oui, mais parce que voilà, ça va pas, parce que je suis avec un pervers narcissique. Je suis pas heureuse en couple parce que j'attire que des pervers narcissiques. À mon travail, il y a que des manipulateurs. » Donc, j'avais l'impression, avant d'assister à ta conférence, que on est dans un monde de manipulation et on se fait manipuler de partout. Et je me suis dit, je vais t'inviter parce que je pense que plein de personnes ont des questions à ce sujet. Alors, je vais te laisser te présenter. Alors, je pense que c'est bon, hein. Personne ne se mouille dans le chat, mais je pense que c'est bon pour le son. Je me présente, effectivement. Je suis donc Nathalie Pochon-Rison. Je suis essentiellement basée à Genève. Je suis coach en relations humaines. Je fais de la PNL, de la sophrologie, puis je suis également sophrologue, hypnothérapeute et encore plein d'autres choses. Je suis surtout certifiée en psychologie d'urgence, où j'interviens auprès des victimes en direct et post. D'accord. Donc, je suis experte en relations toxiques. Qu'est-ce qu'une relation toxique? Eh bien, à la base, c'est tout le contraire d'une relation non toxique, c'est-à-dire une relation normale. À la base, c'est vrai que quand on veut avoir une relation avec quelqu'un, eh bien, on cherche un terrain d'entente, un échange. Et puis, dans les relations toxiques, eh bien, il n'y a pas ce terrain d'entente qui s'opère. Alors, j'aimerais aussi, juste avant de commencer, peut-être à répondre à des questions ou à dialoguer avec toi, te remercier pour cette invitation. Je me réjouis justement de pouvoir partager avec ceux qui te suivent tout ce qui concerne les relations toxiques et surtout répondre à ta question. Les pervers narcissiques, qu'est-ce? C'est un terme, c'est une terminologie. Il y a pervers, il y a narcissique dedans. Eh bien, c'est aussi quelque chose qui est parfois trop utilisé à tort. Il faut aussi faire très attention parce que l'autre jour, j'étais dans le tram, j'entendais deux jeunes discuter et dire « Ouais, t'es une pervers narcissique ». Alors, effectivement, on voit que ce terme est venu maintenant dans les mœurs, on le voit beaucoup dans les journaux, alors qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic réel. Hein. Il n'est pas dans le DSM-5. On a pervers, on a narcissique, mais pervers narcissique, c'est quelque chose qui a été en fait appelé par celui qui l'a trouvé, c'est-à-dire Monsieur Récamier, lui-même a en tout premier en fait intitulé pervers narcissique. Donc, ils sont partout. Pourquoi? Parce que la société, justement, produit ces pervers narcissiques, ces manipulateurs pervers, ces manipulateurs tout court, parce que, justement, on a besoin d'une société qui travaille avec la réussite des gens, d'accord? On a besoin de gens brillants à la tête. Alors, il y a juste un petit retour. Est-ce que tu as le son aussi de ton ordinateur qui te renvoie ou bien ça siffle un peu? Ça renvoie, mais je ne sais pas, j'ai rien qui me renvoie. Tu n'as rien qui renvoie? Ok, d'accord, c'est bon. Alors, on continue. Ça siffle un petit peu. Dites, voilà, il y a comme un bruit étrange, comme un sifflement. Oui,
Ça siffle un peu quand tu t'emportes. Je sais pas. Je sais pas. Très calme. Allez, on y va, on continue. Allez, vas-y. Essaie de pas toucher. Donc, du coup, effectivement, j'étais en train de dire qu'on est tous un petit peu manipulateurs de tout le monde. Mais c'est vrai que notre société produit beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans déjà les préaux lorsqu'ils sont petits et qui sévissent en tant que petite terreur de plein d'enfants dans les préaux d'école. Donc, on parle là de harcèlement scolaire. On parle aussi au travail de harcèlement moral, de manipulation, et puis aussi de licenciement abusif, parce que souvent avec un manipulateur pervers au sommet d'une hiérarchie, eh bien il y a les gens qui plaisent et les gens qui ne plaisent pas, et souvent une épidémie de burn-out ou de gens qui restent à la maison, qui ne veulent plus retourner au travail, d'accord. Et puis il y a aussi cette manipulation qui peut s'opérer au sein de la relation parent-enfant. On peut avoir une mère toxique, un papa toxique, d'accord. Et puis la relation qui est la principale en fait dont on parle vraiment très fréquemment, c'est celle qui est dans le couple, où là on peut aller jusqu'à même de graves violences conjugales, etc. D'accord. La manipulation, comme je disais, tout le monde est un petit peu manipulateur. Un enfant, quand il veut un sucre, enfin un petit bonbon dans un supermarché, il va manipuler son parent pour obtenir ce bonbon. D'accord. Manipulation ne veut pas dire forcément un mauvais escient. Une maman également va peut-être manipuler son enfant pour qu'il mette des bottes de pluie plutôt que des espadrilles lorsqu'il peut dehors. Là, on est sur de la manipulation, on va dire ordinaire. Il y a des échelles de manipulation et là, on est vraiment tout au bas de l'échelle. Une manipulation bienveillante, presque, on pourrait dire. Lorsqu'on parle justement de manipulateurs pervers, on est déjà tout en haut de l'échelle, puisque là, on peut déboucher vraiment sur des victimes qui vont peut-être se suicider à la fin, se donner la mort. Et je dis souvent qu'en fait, si on faisait l'inventaire des suicides, qu'on regardait la situation dans laquelle elles sont au moment où elles font soit une tentative ou alors elles passent vraiment à l'acte avec réussite à la clé, eh bien, on serait surpris de voir combien les relations toxiques sont justement présentes dans nos vies et sont autour de nous sans même qu'on s'en rende compte. Il s'agit là de violences silencieuses, d'accord? On ne sait pas qu'une personne peut-être qui est notre voisin, qui nous sourit tous les jours, fait vivre une terreur à sa compagne à la maison et même à ses enfants. On ne sait pas que peut-être un petit enfant qui est tout gentil à la maison est lui au contraire une terreur et peut-être harcèle certains de ses camarades dans le préau. On ne suppose pas non plus qu'un chef peut-être nouvellement arrivé, qui salue les mains de tout le monde, qui dit qu'il aime la collaboration et les choses simples, qu'il faut oser venir vers lui, va tout d'un coup user de son pouvoir pour anéantir, je dis bien le mot anéantir, une ou un employé, un collaborateur qu'il aura sous sa coupe. D'accord. Simplement pour des choses toutes simples, parce qu'il a pris un peu de poids, ou bien parce qu'il ne correspond pas à l'image qu'il voudrait donner, ou bien tout simplement, vous savez, c'est celui aussi qui vous demande au travail, écoute, on a une présentation lundi, il vous demande ça le vendredi soir, il faut absolument que tu bosses tout le week-end, tu n'as pas le choix. L'autre lui répond, mais écoute, moi j'avais prévu un week-end avec ma femme, mes enfants, on doit partir. Non, 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 c'est trop important, le client de lundi va passer avant. D'accord. Alors lui, il commence à travailler tout le week-end parce qu'il a peur quand même de perdre sa place aussi. On lui a bien fait comprendre que s'il ne le faisait pas, c'était pas bien. Il arrive le lundi. Il dit voilà, j'ai tout fait, c'est tout cool. Le chef arrive et le regarde et lui fait ouh là là, mais t'as une tête, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Regarde-toi, c'est pas possible. Et puis il lui dit alors écoute, moi je vais faire ta présentation devant le client parce que tu peux juste pas aller comme ça. Il va falloir que tu te reposes un petit peu. Il va faire la présentation, il prend donc la présentation de son collaborateur, il revient quelques heures après, le collaborateur attend, il lui dit « Ah ouais, écoute, j'ai présenté ça, c'était super, mais alors franchement, j'ai changé 2-3 trucs parce que là, autrement, ça n'aurait pas passé, donc on a décroché le client, c'est bon. » Ah ouais, on a décroché le client. Oui, oui, on a rendez-vous la semaine prochaine. Ah, alors je peux venir. Ben non, tu n'étais pas là à la réunion première. D'accord. Et ça, ce sont des petites frustrations. C'est manier aussi un double langage qui va en fait vraiment commencer à déprécier, à atteindre l'estime et la confiance en soi de la victime. Tu parlais tout à l'heure de victimes, ces victimes effectivement qui sont aussi dans notre société, puisqu'il n'y a pas de pervers ou de manipulateur pervers sans victime.
La victime est un acteur essentiel dans justement ce fonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle j'interviens essentiellement auprès des victimes, même si de temps en temps, j'ai des petits manipulateurs qui s'approchent, qui osent venir me voir de près, d'accord? Et en général, ils sont assez vite démasqués. Donc, justement, ces victimes-là sont celles que je prends en charge et on peut remarquer chez elles une perte de confiance, souvent des modifications physiques aussi, un isolement pratiquement systématique, c'est-à-dire qu'elles ont été isolées de leurs amis, elles se déprécient elles-mêmes, elles se trouvent pas belles, elles trouvent qu'en fait, elles devraient voilà, elles servent à rien, d'accord? Ça, c'est la caractéristique type d'une victime. Une victime aussi a une caractéristique au début, lorsqu'elle n'est pas encore victime, c'est que c'est une personne en général très solaire. C'est une personne qui a plein de choses en fait qui vont attirer le manipulateur, de choses positives, qui vont attirer le manipulateur pour qu'il puisse justement, dans un premier temps, séduire sa proie, qui est une des premières phases de l'emprise. Donc, il va la séduire, il va faire vivre une véritable lune de miel à sa proie. Et puis, peu à peu, ferrer justement avec ce double langage. Ah, t'es vachement jolie. Ouais, peut-être il faut quand même que tu maigrisses un peu, d'accord? Donc ça, c'est typique le double langage. Ne pas savoir pourquoi en fait l'autre nous déprécie. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a rien fait. Donc en fait, vous allez rester bloqué sur une phrase alors que lui continue déjà. Et ce qui fait que vous allez mouliner. Mais avec le moulin comme ça, ouvert, vous allez commencer aussi à vous épuiser. Hein. Et puis, vous allez aussi être complètement sous son emprise lorsque lui passera dans sa phase de destruction, où là, il veut anéantir, il veut ferrer sa proie complètement pour, on va dire, la tuer, pas systématiquement, si ce n'est qu'on peut avoir affaire à des rages narcissiques. Et là, on parle effectivement de tueurs, de terrorisme psychique. D'accord? Est-ce que ça te va si ben, j'ai une petite question, si ce serait très intéressant, après ça, de me dire qu'on passe par les différents secteurs en fait qui composent la vie des gens, parce que comme ça, de pouvoir, j'ai vraiment des questions à te poser, déjà de voir au niveau de travail, parce que moi j'ai cette notion de mobbing. Est-ce que le mobbing est une manipulation? Est-ce que, comme tu parlais de manipulation destructrice, parce qu'il y a plusieurs stades, hein, comme tu dis, il y a une échelle de manipulation. Donc là, on est jusqu'à la destruction d'une autre personne. Donc de parler déjà juste du travail. Peut-être que certaines personnes qui regardent soit en direct, soit l'enregistrement, sont concernées par un patron, par un collègue, parce que c'est pas forcément au niveau hiérarchique, hein, ça peut être quelqu'un, je pense, de plus bas que nous, concerné par cette manipulation. Mais déjà au niveau du mobbing, donc c'est exactement ça. Alors justement, j'ai cité l'exemple tout à l'heure du collaborateur sérieux qui va travailler tout un week-end et à qui on privera en fait le Graal, c'est-à-dire le trophée, et pouvoir présenter sa présentation et pouvoir jouir en fait des retombées de celle-ci, puisque comme dans mon exemple, en fait, il réussit à gagner son client. D'accord? Il y a aussi justement du mobbing, comme tu le dis, dans le cas où peut-être une personne, je pense là à une de mes clientes, qui me décrivait la chose comme en fait, elle était depuis 30 ans, enfin 25 ans dans une place dans le secteur bancaire en Suisse. Tout allait bien, vraiment, elle se plaisait dans la place, elle a des qualifications qui sont excellente jusqu'alors, elle grimpe les échelons et tout d'un coup la direction décide de mettre un collaborateur niveau hiérarchique un petit peu supérieur dans ce bureau où il y a déjà 4 personnes. Alors qu'en fait tout le monde s'entend bien, tout d'un coup cette personne arrive, fait une phase de séduction, tout le monde le trouve sympa, même si certains en fait ont une petite retenue, parce que oui, avec un manipulateur pervers, certaines personnes peuvent ressentir une certaine retenue au départ. Hein. Ils ne sont pas totalement conquis, ils se méfient, d'accord? Parce qu'ils ont simplement des alarmes un petit peu mieux allumées que justement celle qui va devenir la victime. Dans un bureau, on a remarqué, et comme dans la vie, hein, il n'y a pas tout le monde qui se fait attraper par le pervers ou par le manipulateur. Je donne souvent cet exemple lorsqu'on est dans un tram, qu'il y a un pickpocket qui rentre, il y a des personnes qui sont là et lui va regarder
pour voir laquelle aura le sac ouvert, sera dans la lune pour justement lui voler son porte-monnaie. Mais il ne va pas aller sur la personne qui est fermée comme ça et qui protège tout. Donc, une victime, elle a forcément une blessure qui va attirer le regard du manipulateur. Et c'est effectivement comme ça aussi dans le travail. C'est un petit peu un trait commun qu'on peut voir avec les différentes situations. Une fois qu'on comprend comment un manipulateur fonctionne, que cela soit dans la sphère privée ou la sphère professionnelle, ou alors les enfants, eh bien, on peut très, très vite, justement, l'identifier. Alors, tu me parlais justement de mobbing. Oui, je continue sur cette cliente. Elle était donc excellente dans son travail, très appréciée. Et tout d'un coup, cette personne a commencé à la viser avec toutes ses remarques, systématiquement. Ah, écoute, tu aurais quand même pu t'habiller mieux. Ok, alors il ne faut pas que tu viennes à la réunion. Ou alors à donner des horaires de réunion erronés à la personne, à l'oublier dans des mails de communication. D'accord? Alors, je serais tentée de dire que des femmes qui ont été enceintes dans des grandes organisations peuvent décrire ce genre de situation très régulièrement. Elles annoncent simplement qu'elles sont enceintes et puis effectivement, elles sont évincées de toutes les réunions ou comme ça parce qu'on sait qu'elles vont être absentes. Mais là, on parle vraiment d'une personne qui va focaliser son attention négative sur un collaborateur précis et il va aller jusqu'à le déprécier si fort qu'en fait, il va se mettre en arrêt. Et il aura beau souvent dénoncer les faits, s'il a d'excellents résultats, il va devenir très difficile pour la direction de le sermonner parce que justement, c'est un être brillant qui a une position importante et que l'on a mis là justement peut-être aussi pour faire le ménage. Donc, pourquoi pas cette personne-là après tout? Peut-être qu'on ne l'avait pas vue jusque-là. J'aime bien dire aussi, après je te laisse intervenir, que s'il y a des entreprises qui ont plusieurs manipulateurs pervers au sommet de certains départements, on peut aussi imaginer que l'entreprise elle-même est dirigée par des manipulateurs pervers. Et là, ça devient plus compliqué. Hein. Donc, c'est là où on voit justement les grosses destructions. Mais je pense que maintenant, il y a quand même des formations au niveau des RH qui permettent de prévenir les choses, mais en même temps, c'est pas parce qu'elle nomme un happy manager dans l'entreprise que le happy manager va pouvoir détecter ces pervers ou ces manipulateurs pervers. Il va pas pouvoir forcément anticiper la chose. Et c'est là où moi, j'insiste toujours avec les RH et les patrons d'entreprise, c'est qu'il faut vraiment, au moment de l'engagement, de la sélection, vraiment bien déterminer le profil déjà recherché et puis surtout le profil de la personne qui va se présenter pour voir si elle peut s'accorder avec les autres. Et pour ça, on a des moyens psychométriques ou même de coach, mais malheureusement, voilà, certains ne le font pas toujours. Donc, les personnes qui sont sous l'emprise de manipulateurs partent aussi dans le burn-out. Donc, on est dans une société, je pense, d'après ce que tu dis, que des situations de burn-out ne sont pas forcément en relation avec une surcharge de travail ou il y a aussi, je pense, un bon pourcentage de personnes qui partent en burn-out, en dépression professionnelle suite à des manipulateurs. Alors, tout à fait. Le burn-out, c'est vraiment c'est quelque chose qui se passe au travail, d'accord? Et dans le burn-out, il y a aussi une non-reconnaissance du travail fourni. Souvent, dire bravo à son collaborateur est beaucoup plus positif et a un effet bien supérieur plutôt que de lui donner une augmentation. C'est étonnant, mais ce sont des statistiques qui le montrent, d'accord? La reconnaissance est extrêmement importante dans le management positif et bienveillant et bien posé parce qu'effectivement, il y a un rapport hiérarchique, mais la hiérarchie se doit de reconnaître le collaborateur dans sa fonction. Et là, on voit que le manipulateur pervers ne le reconnaît pas puisqu'il le déprécie quotidiennement et le collaborateur va en fait presque reculer quand il avance pour aller à son travail. Il va sentir que c'est quelque chose de très négatif pour lui, très néfaste. Il va plus savoir quoi faire. Dénoncer le cas, ça marche pas toujours. Donc effectivement, il se dit non, il faut que j'aille chez le médecin. Et le médecin le trouve justement soit amaigri, soit en tout cas avec des troubles du sommeil aigus. Il dort plus, il s'alimente mal. Et ça, effectivement, ce sont les premiers signes. Les signes premiers, malheureusement on les voit trop tard, mais ce sont les premiers signes, surtout les troubles du sommeil, qui montrent que la personne est sous emprise.
Il y a Sandra qui pose une question qu'on reprendra, je pense, un tout petit peu plus tard. Et juste pour être sûr que ta question que j'ai bien compris ta question, Sandra, elle dit du point de vue adolescent, peut-on parler de manipulateur? Donc, est-ce que c'est de préciser, est-ce que c'est le comportement d'un adolescent vis-à-vis d'adultes ou d'un adolescent vis-à-vis d'autres adolescents? Est-ce que Sandra peut juste préciser sa question, comme ça on sera vraiment sûr de répondre exactement. Il y a Francine qui nous rejoint. Bienvenue, Francine. Désolé du retard, j'ai des problèmes de transport, mais il n'y a pas de souci. J'écoute dans le bus en ce moment. Ben, c'est magnifique, c'est parfait, c'est ça, c'est génial. Écoute dans le bus. Pat Patrice, les RH ont de moins en moins de marge de manœuvre et sont souvent contactés trop tard. La solution est dans l'élévation du leadership émotionnel pour les cadres et directions. Alors effectivement, c'était quelque chose que je voulais rajouter, mais je me suis dit qu'il allait avoir une réaction là-dessus. Les RH ont souvent les points liés. C'est pour ça que j'ai bien dit que quand on a un manipulateur pervers qui sévit dans un département, on peut s'imaginer qu'il a été lui-même engagé par un manipulateur pervers aussi, bien au-dessus, d'accord? Donc, il forme une clique qui va déterminer l'ADN en fait de l'entreprise, d'accord? Maintenant, le leadership, qu'est-ce que c'était? C'était le leadership émotionnel, c'est ça? Alors, la solution est dans l'élévation du leadership émotionnel, juste. Voilà. Alors, effectivement, tout comme pour les enfants, tout comme à chaque adulte, il est très important de pouvoir apprendre à connaître ses émotions, à les nommer, à les identifier pour pouvoir les vivre de manière adéquate dans le contexte donné. D'accord? Je suppose que c'est ça dont il parle. Là, justement, j'ai parlé du happy manager, hein, qui est un petit peu, on va dire, l'image, le miroir de ce leadership émotionnel. Mais un happy manager, il va pas pouvoir faire grand-chose devant un manipulateur pervers. Manipulateur pervers, on parle quand même d'un expert en stratégie, de quelqu'un qui s'infiltre, qui voit les failles, qui va pouvoir justement même séduire une personne qui est peut-être happy manager. Ça va peut-être même devenir le meilleur allié du happy manager. Un pervers narcissique ou un manipulateur pervers va automatiquement identifier les personnes avec qui il doit s'allier pour être tranquille dans son acte, d'accord? Et je parle du happy manager, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, on est d'accord, quelqu'un de désigné ou un séminaire. Eh bien, justement, lui, il est maître en art de séduction et il va user et abuser de séduction avec sa hiérarchie, avec les personnes justement qui vont lui proposer, soi-disant, des solutions. Il va se montrer à ce moment-là bienveillant, mais c'est un masque. Parfait. Est-ce que Patrice, on a répondu à ta question? Est-ce que Nathalie a répondu à ton commentaire dans le chat? Sandra, alors après on va parler justement, bah, je pense on va partir sur les ados et les enfants. Donc Sandra nous pose vraiment la question de l'adolescent vis-à-vis de ses parents, donc l'aspect manipulateur de l'adolescent vis-à-vis de ses parents. Et je voulais voir si, pour clôturer le chapitre professionnel, quels sont, pour une personne qui est victime, donc là on passe pas, là je reprends pas ce que j'ai dit avant hein, sur les victimes, les gens qui se mettent toujours en victime, mais la vraie victime d'un pervers, d'un manipulateur, quels sont les outils qu'elle peut mettre en place, parce que tu as l'impression de dire, c'est vrai que les gens ne vont pas aller forcément s'adresser à la direction, surtout si la direction est de mèche avec le reste. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quels sont les outils qu'ils ont entre leurs mains? Alors, j'avais encore cet après-midi une cliente qui me décrivait une collègue justement manipulatrice. Je la suis depuis plusieurs mois et elle me disait, je suis enfin arrivée à pouvoir décoder. D'accord? Elle a décodé comment? Je t'entendais tout à l'heure parler des objectifs, hein, sauf erreur, et du mot clarifier. Alors souvent, les manipulateurs pervers sont peu clairs en fait. Ils manient justement le flou. Ils disent ah il faudrait changer ça, c'est nul, d'accord? Ou alors ce chiffre est faux, d'accord? Ok, ce chiffre est faux. On clarifie, on se pose et on dit ah qu'est-ce qui te fait dire que ce chiffre est faux? C'est une question de positionnement. En général, quand on demande de clarifier un manipulateur pervers, il va très vite s'énerver. Il va dire oui, mais enfin, tu vois de quoi je parle. Non, pas forcément, excuse-moi, mais pourrais-tu, s'il te plaît, me dire de quoi on parle?
D'accord? Donc, c'est un apprentissage de langage, déjà pour détecter si le manipulateur pervers, déjà, est vraiment un manipulateur pervers, parce que partout, pas tout le monde ne l'est, hein, d'accord? C'est pas parce qu'on est flou sur quelque chose qu'on est forcément manipulateur pervers. Mais souvent, ce sont des situations à répétition et on voit que cette personne n'arrive pas à clarifier ce qu'elle avance, d'accord? Lorsqu'on, justement, on dit clarifier, souvent, donc déjà, c'est une étape essentielle pour la victime parce que déjà, elle a osé s'exprimer. Elle n'est plus avec le petit vélo dans la tête, mais qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi ces faux trucs, d'accord? Elle essaye vraiment de reporter la chose sur la personne qui avance cette certitude en lui disant, mais écoute, je te comprends pas. Du coup, la balle est dans l'autre camp, elle n'est plus chez elle, d'accord? Et souvent, ce pas en arrière, en fait, donne un temps à la peut-être future victime ou déjà victime pour réaliser qu'en fait, effectivement, l'autre n'arrive pas tout simplement à clarifier ce qu'il est en train d'avancer. Alors ça, c'est un petit outil de base. Et puis après, la clarification, il y a forcément la répétition, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Pour quelle raison tu t'emballes? Je ne comprends pas, je te demande simplement de clarifier. On voit que l'autre, tout d'un coup, commence à monter les tours en émotion, justement, et c'est avec cette émotion qui monte qu'on va en le dévoiler et qu'il va perdre la face. Un manipulateur pervers, détestant perdre la face, va soit fuir, il va partir, soit alors hurler peut-être, vous savez, tout d'un coup commencer à crier et dire mais enfin c'est pourtant clair, regardez, et il va commencer à vous déprécier en disant regardez, elle me montre ce que c'est, mais elle ne sait même pas elle-même ce que c'est, etc. Et on voit qu'après, effectivement, il va être là dans sa stratégie, on va dire qu'il connaît si bien, mais une fois dévoilé, normalement, il va surtout ne plus venir sur la victime parce qu'il va comprendre que celle-ci n'est pas prenable, comme dans le tram. Okay. Je voulais juste préciser aussi une chose, j'utilise donc elle pour la victime ou bien le pour manipulateur pervers parce que je suis une femme, c'est plus facile pour moi de m'identifier dans mes récits avec le féminin masculin. Mais il est bien clair qu'il y a aussi des manipulatrices perverses et quand elles sévissent, c'est parfois même beaucoup plus violent et beaucoup plus cinglant. D'accord? Il y a aussi des victimes masculins qui osent souvent très peu dénoncer les faits parce qu'il est mal vu pour un homme justement de s'avouer sous emprise. Ok, mais c'est quand même un sacré chemin à faire, comme tu l'expliques, pour une personne. Je me mets un peu dans la situation d'une employée ou d'un employé qui est sous l'emprise de manipulateurs, de pouvoir déjà lui parler, ou déjà lui répondre, ou bien lui poser une question et ne pas se laisser submerger par l'autorité. Et comme tu dis, je pense que c'est quelque chose, c'est un chemin qui se fait vraiment progressivement en étant accompagné, conseillé par des expertes comme tu le fais. Alors effectivement, la victime, elle a des prédispositions à peu près les mêmes en fait que le manipulateur pervers, qui vont se mettre en place dès l'enfance, d'accord? Cette blessure narcissique qui va être par soit le trop de maternage au départ, soit le pas assez de maternage, une frustration peut-être mal formulée au moment des cycles 0-6 ans, d'accord? C'est aussi une des symboles, une des métaphores que je donne des représentations plutôt que je donne à mes clients en leur disant, imaginez-vous que ce pervers, ce manipulateur pervers est tout petit en fait, c'est un petit enfant. D'accord? Et il est dans des habits de grand. Donc, ça vous permet peut-être un petit peu de le dédramatiser. C'est une image que Christelle Petit-Colin donne beaucoup dans ses livres. Justement, ce manipulateur pervers a un âge mental entre 6 et 8 ans. D'accord? Il a arrêté de grandir parce qu'il avait soit été trop materné par sa maman, soit pas assez. Il a dû trouver des stratégies et ces stratégies sont celles de l'isolement et de justement se considérer lui comme seule personne puisque les autres sont des objets et ne représentent absolument pas des sujets. On est dans une relation de sujet à objet alors que dans les relations normales, on est dans des relations de sujet à sujet. Pardon. Donc, c'est un peu le petit garçon qui fait une crise qui fait un caprice au supermarché à taper des pieds parce qu'il veut un bonbon, quoi.
Alors oui, effectivement, là, on voit, mais toute la suite, en fait, est extrêmement importante dans l'exemple que tu donnes, parce que forcément, il faudra, et c'est pour ça que j'interviens aussi dans des écoles, hein, et auprès de parents, il faut absolument maintenir sa position de parent dans l'autorité lorsque l'enfant est petit. Il faut, si c'est un non, si l'enfant n'a pas pour l'instant droit au bonbon, eh bien tenir bon qu'il y ait un public au supermarché ou non. Et pour ça, il y a aussi des stratégies. On peut anticiper le supermarché. C'est pas facile un supermarché avec un petit enfant, d'accord? On peut anticiper le supermarché, on peut lui expliquer, et puis on peut lui donner un petit caddie pour lui dire, bah toi tu vas prendre ça, etc. Il y a des stratégies pour lui montrer qu'il y a des moments pour, des moments sans, et surtout s'il y a une crise dans le supermarché, eh bien peut-être s'isoler avec son enfant, lâcher son caddie. On aura peut-être 5 minutes de retard, mais c'est pas grave. Mais 5 minutes de retard vous permettent des fois de gagner 20 ans. Ok. Alors, on va prendre. Alors, s'il y a des questions, allez-y, hein, attaquez le chat. Je pense qu'on va passer sur la question de Sandra, à moins que tu aies encore quelque chose à rajouter au niveau plus professionnel, au niveau du domaine de notre travail, enfin Alors, de notre travail, du travail des personnes. oui, on a cité justement la victime, on a cité le manipulateur pervers, le persécuteur, et on peut être un petit peu oublié de citer le sauveur, hein, celui qui va tendre la main à un moment donné. Alors, je tiens aussi à clarifier la chose, de dire sauver n'est pas aider, aider n'est pas sauver. D'accord? On peut aider quelqu'un, mais on ne peut pas le sauver. Si vous êtes euh, proche peut-être d'une victime actuellement, vous aurez remarqué que quand vous lui dites de faire quelque chose pour s'en sortir, elle va rarement suivre votre conseil. D'accord? Parce que justement, vous jouez là le rôle du sauveur. Et souvent, elle va vous faire passer pour un persécuteur à terme, parce que vous la harcelez, soi-disant, avec vos bons conseils et qui sont infaisables. D'accord? Donc, elle vous fait rentrer dans ce qu'on appelle le triangle dramatique, le triangle de Cartman, qui est un triangle de relations toxiques qui peut à chaque fois s'identifier. Victime, sauveur, bourreau. D'accord? Lorsqu'on remarque qu'on est dans cette triangulaire, il est absolument nécessaire, voire urgent, de se positionner à l'extérieur de cette triangulaire pour ne pas faire partie du jeu. Je répète, sauver n'est pas aider. Des fois, on est plein de bonnes intentions, mais on ne peut pas aider l'autre sans qu'il le désire et sans qu'il le demande. Autrement, vous passez comme sauveur. Si vous allez chaque fois, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut être des fois plus subtil dans le fait de tendre la main à une victime. Donc là, il y a justement j'ai fait le petit triangle. Hop, il est là. Voilà, de victime, sauveur et bourreau. Est-ce que tu as, toi, parce que j'avais appris en fait un exemple très que je peux plus te redonner justement, mais une situation pour expliquer clairement qu'est-ce que c'est que ce triangle. En fait, qu'une personne peut être passe par le stade de victime, de sauveur et de bourreau. Est-ce que tu aurais une petite histoire pour montrer les trois Une petite histoire, peut-être pas, mais effectivement, tu l'as bien décrit, parce qu'en fait, toutes les histoires toxiques sont des histoires du triangle dramatique. Donc, toutes celles que j'ai données, on voit qu'elles sont applicables, puisque dans l'histoire de celui qui va faire sa conférence durant tout le week-end pour qu'elle soit après donnée par son manager et lui enlever le marché, d'accord? Eh bien, on voit justement que là, le manager joue le rôle du bourreau, l'autre va jouer le rôle de la victime, hein, et puis peut-être que quelqu'un va commencer à jouer le rôle du sauveur, mais en tout cas, on voit que le manipulateur, tout d'un coup, peut même se déplacer à la place du sauveur, puisqu'il lui dit « reste seulement là, je vais aller faire la présentation, genre je te sauve parce que tu aurais l'air ridicule », d'accord? On peut aussi être à nous trois dans notre tête face à cette triangulaire dramatique, hein. Si on est habitué aux relations toxiques, on peut fonctionner comme ça. D'accord? Et puis surtout, un sauveur, en général, se retourne en manipulateur. Quelqu'un qui va tendre la main, qui va tirer la victime à l'extérieur sans vraiment son consentement, d'accord, va après ne pas comprendre la raison pour laquelle elle y retourne. Hein, parce que souvent, les victimes, si elles ne sont pas volontaires, elles ont la tentation d'y retourner. Et lorsqu'elles y retournent, le sauveur va alors jouer le rôle du persécuteur. On peut effectivement tantôt être victime, tantôt être sauveur. Bon, si on est persécuteur, on est quand même persécuteur. Je parle là de relations toxiques avec des pervers narcissiques. On est quand même pervers narcissique, je dirais, à vie. Hein?
Parfait. Encore peut-être dire une Oui, chose par rapport au pervers narcissique, on parle quand même à terme de tueur, comme je l'ai dit au début. Donc il y a des rages narcissiques. Quand vous le découvrez, il faut faire extrêmement attention. Lorsqu'une victime s'échappe peut-être du foyer conjugal, il faut faire extrêmement attention. Il faut le faire pas à pas avec des spécialistes autour. On ne peut pas promettre que tout se passe bien à ce moment-là. voilà, justement, donc au niveau des relations, je pense qu'on prendra un moment après, parler des chapitres relations et couple, parce que je sais qu'une personne était très intéressée d'avoir des orientations là-dessus, qui ne peut pas être en direct forcément ce soir, mais qui regardera justement l'enregistrement et qui m'a dit, j'espère que j'aurai des réponses à ma situation. Mais pour l'instant, Sandra donc nous pose la question, manipulateur du point de vue de l'adolescent, est-ce qu'on peut parler d'un manipulateur vis-à-vis de ses parents? Alors, derrière tout enfant, il y a un parent. Depuis le début, en fait, depuis la naissance, depuis même la conception, il y a deux parents. D'accord. Et puis après, les parents, eh bien, vont vivre un contexte, vivre une famille, et puis vont appliquer une éducation. D'accord. On appelle ça la valeur éducative. Dans la valeur éducative, c'est extrêmement important. On a vu de quand même se positionner en tant qu'autorité positive et bienveillante, mais affirmée, posée, d'accord, avec un cadre de sécurité, de protection et de reconnaissance pour l'enfant. Je cite ces trois choses, sécurité, protection et reconnaissance pour l'enfant, parce que s'il n'a pas eu une de ces trois choses, on va dire, à quantité suffisante, il va lui manquer quelque chose et il va développer là une blessure qui souvent est une blessure narcissique. Je parle de cette évolution-là parce que justement, lorsqu'on a un adolescent, il a été enfant avant. D'accord. Il y a une éducation derrière. Ce n'est pas pour incriminer les parents, ce que je suis en train de dire, mais derrière tout adolescent qui tout d'un coup prendrait le pouvoir, il y a un problème d'autorité, peut-être au tout début, qui n'a pas été posé de façon, on va dire, adéquate, peut-être à cause du contexte. Une maman seule, peut-être débordée, fatiguée, justement sortant d'une relation toxique, va se trouver face à son enfant et va pas avoir l'énergie peut-être pour gérer des choses et va peut-être justement le fameux bonbon au supermarché va le lui donner systématiquement, d'accord. Et il va pas apprendre à se restreindre, il va pas apprendre le non, d'accord, cet outil magnifique qu'est le non dans l'éducation. Alors oui, il peut y avoir des manipulateurs pervers, mais déjà chez les tout petits, chez les tout petits. Donc, on observe ça très, très tôt, très, très jeune, et surtout quand ils sont tout petits et qu'ils me sont amenés en cabinet parce qu'on me dit, je sais plus qu'en faire, il fait que des colères, il fait que des choses à l'école, etc. Eh bien, on remarque qu'en parlant avec les parents, il y a quand même effectivement cette problématique au niveau de la cellule familiale et une non remise en question de son positionnement parental à ce moment-là et éducationnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, mais ça veut dire que peut-être, comme quand on est justement face nous-mêmes à des manipulateurs, changer son langage, apprendre peut-être à parler d'une manière plus claire, parce que le cerveau de l'adolescent étant en plein chantier à cette période, je compare toujours un petit peu à Genève, pour ceux qui connaissent Genève, il y a des travaux partout dans les rues, et vous passez par une rue un jour, et puis le lendemain, elle est bouclée, vous savez pas pourquoi, d'accord? C'est un petit peu comme ça dans le cerveau d'un adolescent. Le cerveau est en continuel travaux, ce qui fait qu'il a besoin aussi de moments de calme et de tranquillité, mais souvent, il ne comprend pas ce que vous êtes en train de lui demander parce qu'il y a trop de mots. Et il faut parfois simplement parler à l'impératif, c'est-à-dire, souvent, on voit des adolescents qui ne veulent pas se laver, mais le force de lui dire et d'argumenter de se laver, on peut essayer simplement le mot « douche maintenant ». Étonnamment, ça fonctionne. Ou bien, surtout, ne range pas ta chambre, ça risquerait d'être quelque chose de bien parce qu'on pourrait faire quelque chose après, d'accord. On pourrait aller au cinéma après, d'accord. Un langage qui utilise une négative orientée, mais là, à nouveau, ça s'apprend en cabinet. Il faut peut-être aussi passer quelques séminaires avec toi pour apprendre à le manier. Est-ce que Sandra pourrait peut-être préciser la demande derrière? Est-ce que c'est une manipulation vis-à-vis des parents au sujet au sujet, ah c'est con ce que je vais dire, au sujet d'un sujet précis, ou alors général, est-ce que c'est au niveau des sorties, est-ce que c'est de la manipulation, est-ce que c'est du chantage, est-ce que ce serait intéressant d'avoir peut-être une orientation un peu plus précise
Si tu veux rajouter autre chose encore au niveau des ados, je pense que c'est un gros truc. Parce qu'alors, effectivement, la manipulation chez les adolescents et chez les petits-enfants, elle est quotidienne, d'accord? Et il s'agit effectivement de tenir bon. Si effectivement la frustration n'a pas été donnée dès le plus jeune âge, on peut très bien se dire qu'on peut quand même apprendre à replacer cela justement dans la période des 12-16 ans, d'accord? Il n'est jamais trop tard pour orienter quand même son enfant, surtout lorsqu'il n'est pas indépendant économiquement. Et c'est la raison pour laquelle j'aime bien recevoir quand même les parents, parce que j'attire toujours l'attention sur le fait, tant que votre enfant n'est pas indépendant économiquement, surtout avec ce qui se passe maintenant au niveau des études, où on a des jeunes qui restent des fois jusqu'à l'âge de 26, 27 ans à la maison, hein, où là, il y a d'autres problèmes qui se posent avec la gestion du temps, le fait qu'on a des jeunes adultes à la maison, eh bien, il est extrêmement important de faire comprendre que tant que la personne n'est pas indépendante économiquement, elle est quand même soumise à l'autorité de la cellule familiale. Il y a des règles, il y a un cadre à respecter. Pour que justement on arrive après à l'âge adulte, hein, lorsqu'on est indépendant économiquement, à pouvoir apprécier le fait de renoncer à son avantage au toit et au logis que les parents nous ont offert et pouvoir se construire sa vie soi-même sans risque et peur, on va dire, disproportionnée. On voit beaucoup justement d'enfants maintenant qui restent à la maison parce qu'ils ont peur d'aller à l'extérieur, ils ne veulent pas forcément s'engager à l'extérieur, il y a un problème d'engagement dans la société et souvent ça provient aussi de là parce que l'autorité a peur d'être posée, parce qu'on nous a dit, effectivement, on a viré d'un côté à l'autre. Avant, on nous tapait sur les doigts le maître d'école nous tapait sur les doigts à l'école. Et puis maintenant, après, on leur disait, vous n'avez plus rien le droit de dire aux enfants, d'accord? Il faudrait trouver maintenant un juste milieu pour, oui, apprendre et inculquer les règles de vie de base aux enfants. Je dis aussi souvent que peut-être des cours sur le cerveau à l'école seraient bien utiles, mais là, on parle de film. Il y a du boulot, je pense. Hein. Je pense franchement qu'avant les cours sur le cerveau, je crois qu'il y aura déjà pas mal de cours à mettre en place au niveau de de l'éducation. Voilà. Il est vrai qu'avec les parents, moi je donne justement souvent des conférences pour les parents et des ateliers parce que les parents ne savent plus tellement où ils en sont non plus. Il faut comprendre que le rythme de vie aujourd'hui est très difficile, très intense et puis on a une jeunesse quand même qui va très vite, d'accord, qui a une proposition qu'aucun jeune jusqu'alors n'a eu sous les yeux avant. Elle peut accéder à l'information très rapidement, elle peut décider aussi de rester à la maison parce que tout d'un coup, une chaîne YouTube peut fonctionner parce qu'elles font 3-4 vidéos, d'accord? J'ai l'exemple d'un client auquel je pense qui, à l'âge de 14-15 ans, a décidé de ne plus retourner à l'école parce que sa chaîne YouTube fait un tabac, d'accord? Et qu'il gagne pratiquement plus que ses parents maintenant. Donc, on peut effectivement avoir des problèmes de ce type-là, mais ça n'empêche pas quand même aux parents de jouer son rôle de parent avec ses précautions, avec justement ses mots bien posés, et ça, on peut aussi justement l'apprendre. Donc là, les précisions de la part de Sandra seraient domination, chantage, dénigrement dans le contexte d'un couple divorcé, 16 ans et imperméable à l'autorité. Qu'est-ce qu'il y aurait comme orientation ou soulagement à pouvoir expliquer à Sandra? Alors, merci beaucoup Sandra d'avoir donné ces précisions. C'est une petite chose que je voulais pas forcément dire avant, peut-être. On se tutoie sur votre chaîne ou bien je ne sais pas. Mais oui, on est tous là. Sandra, effectivement, lorsqu'il y a des ruptures ou des divorces, l'enfant souvent profite de ces failles, on parlait de failles tout à l'heure, pour s'y glisser et jouer avec l'un ou l'autre parent, qu'il soit toxique ou non d'ailleurs, hein, ça n'a aucun rapport. Mais si on le laisse faire, eh bien forcément, si on n'intervient pas peut-être depuis le plus jeune âge, forcément, ça va donner quelque chose d'ingérable à terme. Et c'est ce qui se passe apparemment pour toi. Alors moi, je te suggère effectivement de tenir tes positions. Chantage, pas de chantage sous ton toit, tu ne cèdes pas. C'est un des conseils vraiment que je peux te donner. Surtout, établir le lien et le dialogue avec ton enfant de façon bienveillante. Peut-être être moins arrêté sur les choses qui sont négatives pour peut-être faire ressortir le positif, essayer de créer peut-être des sorties, même s'il n'a peut-être pas envie de les faire avec toi, mais vraiment recréer le lien, recréer le dialogue et ne jamais couper la communication avec son enfant pour ça. Mais par contre, lorsque justement il y a chantage ou alors manipulation, manipulation,
manifeste, dans ce cadre-là, c'est clairement cesser la communication. Je pense qu'on peut tout à fait maintenant, avec son enfant, oser, et ça, il s'agit aussi là d'un travail de parents, parce que c'est pas facile puisqu'on veut que ses enfants soient atteignables tout le temps, partout, parce qu'on a peur qu'il leur arrive quelque chose. Mais on peut oser aussi bloquer un enfant sur un WhatsApp, hein, parce qu'il est, harcelant et qu'on est au travail et qu'on peut simplement pas lui parler. D'accord, ok. Et au niveau après, que ce soit au niveau de, si on prend l'exemple d'un couple, une famille recomposée et que cet adolescent est manipulateur avec le nouveau partenaire, enfin le nouveau conjoint, par exemple du père. Si on prend que voilà, le père a refait sa vie, qu'il a une nouvelle compagne et que le fils, enfin, on va dire adolescent du père, dénigre, fait du chantage axé sur la nouvelle compagne. Là, à nouveau, je crois qu'il est extrêmement important de comprendre que lorsqu'une compagne ou un compagnon rentre dans une cellule familiale, il est la figure représentative d'autorité aux côtés de son parent biologique, on va dire ça comme ça, de son géniteur ou de sa génitrice. Donc, il est important que celui-ci fasse aussi un travail avec sa compagne ou son compagnon pour sceller et autoriser le compagnon ou la compagne dans cette cellule recomposée à intervenir et à poser son autorité. D'accord? Ce sont des choses qui se discutent entre adultes pour que justement elles puissent intervenir et que là, le couple fasse bloc à l'enfant, devant l'enfant, pour que justement il ne puisse pas se glisser dans cette faille. D'accord? Il est extrêmement important aussi que si tout d'un coup un enfant vient à dénigrer la personne avec laquelle on est d'accord qu'on parle de personnes non toxiques dans le couple, hein, d'accord, hein, parce qu'il y a des cas où justement au moment d'une rupture, une personne peut refaire sa vie et que la personne qui l'amène est justement un toxique, hein, d'accord. Mais on parle de parents et de conjoints, de compagnons non toxiques, d'accord. Dans ce cadre-là, il doit vraiment introduire sa compagne de façon adéquate, c'est-à-dire montrer qu'effectivement il s'agit d'une adulte, qu'elle a le droit au respect et que dès qu'en fait l'enfant va lui manquer de respect, eh bien le signaler à l'enfant et lui dire qu'il n'a pas sa position ne lui permet pas de manquer de respect à sa compagne qui est une adulte sous ce toit. En tout cas, je pense que c'est un gros travail, hein, parce que moi, je vois vraiment la phrase qui peut ressortir, c'est ouais, de toute façon, t'es pas ma mère, ou de toute façon, t'es pas mon père, t'as rien à me dire. Et que l'adolescent, en fait, ne laisse pas, en fait, le nouveau conjoint s'imposer. Alors là, on parle effectivement qu'un enfant, il a tout le temps envie que ses parents soient ensemble, ses parents biologiques, d'accord. On voit même des parents qui peuvent divorcer lorsque l'enfant est adulte. L'enfant souvent ne comprend pas pourquoi ses parents divorcent, même s'il a 40 ans, d'accord. Il a envie de voir ses parents ensemble, c'est comme ça, c'est dans ses gènes. Il veut que papa, maman soient sous le même toit avec lui, d'accord. Maintenant. Lorsque justement un parent, on va dire, de remplacement, hein, une figure de remplacement vient au sein de la cellule, elle va de toute manière clarifier la chose d'avance. Avant d'attendre cette réplique qui peut faire mal, il faut clarifier. Tu sais, je suis là, il est bien clair que je ne suis pas ta maman ou je ne suis pas ton papa, mais j'ai le droit au respect, tu peux m'aimer ou ne pas m'aimer, mais on va essayer en tout cas de cohabiter le mieux pour que ce temps se passe de façon la plus positive possible. D'accord? Mais je ne suis pas ta maman, je ne suis pas ton papa. Et là aussi, des fois, lorsqu'il y a peut-être une autorisation à donner, on peut peut-être dire, écoute, contacte ta maman, contacte ton papa, parce que là, moi, je ne peux pas agir en qualité de parent représentant pour ce que tu me demandes là. Et je pense que c'est une question de place, apprendre à garder sa place. Et ce sont d'abord les adultes qui sont en première ligne pour cela, parce que c'est eux les adultes, d'accord, c'est eux qui ont l'expérience de la vie. Donc, ils doivent aussi faire un travail au moment de la recomposition de la cellule pour garder leur position, donner peut-être la latitude nécessaire à on va dire la pièce rapportée, hein, pour qu'elle puisse agir comme adulte responsable et adulte relais dans la relation à l'enfant. Parfait. Sandra, dis-moi si la réponse, les indications de Nathalie ont pu te donner certains éléments. Et puis, donc je prends toujours les questions, hein, poser des questions sur des sujets soit qui vous concernent, soit qui vous passent par la tête, soit vous avez un ami, un voisin, un copain qui est confronté à certains événements pour peut-être avoir des éléments à lui donner.
Mais j'aimerais terminer les 15 minutes qui restent de parler d'un sujet que j'ai euh, bien rencontré quand je travaillais dans la police aussi, on devait souvent intervenir pour des violences domestiques et qu'on voyait après que voilà, la femme, elle a beau être battue, maltraitée, elle retourne quand même avec son conjoint parce que là, il est là en train de s'excuser, puis c'est la dernière fois que ça arrive, et puis donc ça, c'est clairement de la manipulation, je pense que tu confirmeras. Mais comment est-ce qu'on peut maintenant euh, agir quand on a un conjoint qui est manipulateur ou qui marche au chantage ou qui nous dénigre et puis qu'on n'arrive pas forcément à partir, qu'on n'arrive pas à agir? Alors, effectivement, la situation que tu décris, souvent, lorsque la police intervient, on peut voir que c'est très rarement la victime qui a appelé, me semble-t-il, hein. On voit que c'est soit le voisin qui a entendu du bruit, soit une tierce personne, etc. La victime, elle appelle, en général, elle est à l'extérieur nue, elle a dû courir, s'enfuir parce que là, il y avait vraiment un couteau qui lui courait après avec ce persécuteur, d'accord? Donc, c'est vraiment en dernier recours qu'elle va appeler la police parce qu'il faut bien comprendre que la personne qui est sous emprise, c'est la plus grande défendresse du manipulateur, d'accord? Elle est sous emprise et elle va pas, elle, dénoncer celui qui la nourrit à quelque part, hein, même si ça peut paraître choquant, mais en même temps, c'est comme ça. Donc, lorsque la police va intervenir, elle va jouer le rôle du sauveur. Et le sauveur, je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, rentre dans la triangulaire. Il n'est pas en train d'aider, il va sauver la personne sans même qu'elle l'ait demandé. D'accord? Donc, pour un temps, ça va aller, ils vont lui faire réaliser la chose. Et puis après, effectivement, s'il n'y a pas une volonté claire ou s'il n'y a pas des mots, des formations qui sont données à ces personnes qui interviennent justement sur site, eh bien, souvent, c'est un coup dans l'eau et ils vont devoir retourner le lendemain, le surlendemain pour des faits presque pareils, jusqu'à peut-être à terme quelque chose de beaucoup plus grave, d'accord, un crime ou quelque chose qui va se terminer par un suicide, malheureusement. Donc il faut être clair avec ça. La victime, elle doit s'aider elle-même. À un moment donné, elle doit avoir cette prise de conscience. Et pour avoir cette prise de conscience, il faut qu'elle soit au contact de l'extérieur. Souvent, la victime est isolée, donc ça devient très difficile. Il y a effectivement des huis clos qui sont organisés parce que le manipulateur n'a aucun intérêt à ce que cette personne puisse se documenter, puisse peut-être avoir une information sur la chose. Je pense pas que justement, enfin, j'ai des victimes, moi, qui longent le mur, qui sont pas encore dehors, hein, qui longent le mur pour venir me voir, d'accord? Parce qu'elles sont pas encore dehors, mais elles ont peut-être eu un flyer, elles ont peut-être eu à un moment donné, oui, on va dire un enfant qui était dans la cellule, qui commence, lui, à soit les martyriser, parce que quand un enfant voit les scènes qui peuvent se passer entre le parent et son papa et sa maman, il va peut-être les reproduire, mais d'un côté comme de l'autre. Il va jouer peut-être le sauveur pour sa maman ou son papa, tout comme il va au contraire jouer le bourreau, hein. Il y a des enfants qui se retournent et qui donneront le coup de pied final à la personne qui est par terre, hein. Ça peut arriver, d'accord? Donc là, je pense qu'il faut vraiment avoir un langage d'écoute. Enfin, un langage d'écoute. Il faut avoir une écoute active. Il faut se placer et vraiment écouter et faire comprendre à la personne que vous êtes là quoi qu'il arrive, que vous comprenez que pour le moment, elle ne peut pas entendre ce que vous êtes en train de lui dire, mais que le jour où elle a le petit déclic, eh bien, vous êtes là. Et vous serez là sans jugement, sans a priori. C'est-à-dire que lorsqu'elle vous raconte une scène, pas lui dire, mais enfin, tu vois bien qu'il se fout de toi ou que franchement, ça a l'air ridicule ce que tu es en train de me raconter. Non, c'est dire, écoute, je te prends très au sérieux, je comprends, je peux pas comprendre ce que tu souffres, la hauteur à laquelle tu souffres, mais en tout cas, sache que je suis là, je peux pas me mettre à ta place, mais je suis là si tu as besoin d'aide. D'accord? Tu n'as qu'à actionner et dans ce cadre-là, on peut le faire. Après, vous pouvez aussi glisser des flyers ça s'appelle plus Solidarité Femmes, ça s'appelle Avec maintenant, hein, ou bien des choses comme ça sur le harcèlement moral. Il y a aussi pas mal d'associations, l'aide aux victimes, etc. Mais souvent, voilà, je dirais, il faut labourer le terrain, semer une graine et puis essayer de mettre de l'eau pour que la plante pousse. Mais c'est long et malheureusement, des fois, on se casse souvent le nez. Donc là, tu parles de cas qui sont relativement importants quand même, où la victime, en fait, ne peut pas trouver de solution par elle-même. Enfin, où elle est vraiment, où c'est vraiment conseillé qu'elle trouve de l'aide
ailleurs, à l'extérieur. Mais il y a des couples qui fonctionnent très bien toute leur vie comme ça. Il faut bien comprendre. Donc, ils Oui, s'appellent pas à l'aide parce qu'ils sont bien dans leur truc. Donc, je veux dire, on ne peut pas intervenir comme ça systématiquement quand on voit une scène et que la personne ne veut pas, tout simplement, parce qu'elle est dans son mode de fonctionnement et elle y retourne, effectivement. Il va falloir qu'elle ait réellement un déclic pour une prise de conscience, pour comprendre, en fait, ce dans quoi elle est. Vous avez peut-être vu dans mon cursus que moi-même, j'ai eu cette expérience. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu un déclic parce qu'on a commencé à peut-être me laisser un flyer, me dire, tiens, lis ça, semer des graines, commencer à labourer le terrain, accueillir l'autre, savoir qu'en fait, on ne va pas être jugé, pour que justement, on puisse avoir ce déclic. C'est vraiment ce petit truc infime, ce petit mot qui va faire qu'à un moment donné, on comprend qu'on n'est pas dans quelque chose de normal. Parce qu'on a vraiment l'impression de devenir fou. Et moi, j'ai des fois des personnes qui arrivent, qui me demandent, me disent, mais je suis complètement folle, vous savez, je suis là parce que j'ai besoin d'aide, je crois que ça va pas du tout. Elles sont très nerveuses, elles ont un discours complètement, alors pour le coup, très flou et mélangé. Elles me disent, mais elles sont surtout sur le reptilien. Je sais pas si tu as expliqué déjà le cerveau triunique aux personnes qui te suivent, mais c'est vrai qu'elles sont situées essentiellement dans le cerveau dit reptilien qui a les stress de survie. Donc, elles sont en épuisement puisque se faire face, en fait, dure très longtemps, depuis très longtemps. donc des situations pas forcément très faciles, mais il faut justement ce petit déclic, comme tu dis, semer des graines pour qu'il y ait cette prise de conscience pour aller demander de l'aide après. Voilà, cette prévention aussi qu'on peut faire, aussi bien dans les écoles que justement lors de conférences ou bien tout simplement lors de ce webinaire que nous sommes en train de faire là, pour simplement être peut-être un petit peu plus alerte au comportement de l'autre, comprendre que lorsque tout d'un coup quelqu'un avance une vérité comme ça sortie du chapeau, eh bien il peut demander ce qui se passe, entendre que lorsque justement une personne manie le double langage, c'est peut-être encore pour plus flouter la situation et justement agir en conséquence. Parfait. Alors, posez vos questions dans les 5 dernières minutes. Et puis, en attendant de voir vos questions, moi, j'avais encore une dernière question au niveau du couple, que je profite justement des personnes qui font partie du club, qui ne sont pas en live, mais qui m'ont laissé des messages pour avoir un peu des indications pour la suite. Quand on ne parle pas de violence ou de manipulation lourde, mais en fait, comment on pourrait dire, de profiteurs. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un couple divorcé, où le mari va toujours profiter du bon vouloir pour se faire rendre service, pour ci, pour s'arranger pour ça, et que de l'autre côté, on va dire, l'ex-épouse soit toujours à vouloir, vouloir aider, puis en fait se faire manipuler au final. Alors, tout dépend toujours le but et l'objectif dans la manipulation. On a vu qu'il y a une échelle de manipulation avec tout au bout le manipulateur pervers et à l'autre bout la gentille maman qui voudra faire mettre des pots de pluie à son enfant. D'accord ? Entre cela, bien sûr, il y a différentes formes de manipulation. Il y aura effectivement cet ami qui vous demandera toujours 5 francs parce qu'il n'a pas de sous, ou vous savez, il dit on va manger ensemble, et puis à la fin il sort jamais son porte-monnaie parce que soi-disant il l'a oublié ou il n'est pas passé au bancomat prendre de l'argent. Alors ça, c'est un petit peu celui qui va, on va dire, manipuler gentiment, mais ce sera l'ami où on en a marre à un moment donné, d'accord ? Mais je crois qu'il le fait un peu malgré lui. Dans le cas de figure que tu me proposes, il faudrait peut-être juste préciser s'il rend l'argent ou pas. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent s'il demande qu'on le lui prête ? D'accord. Et puis, en fait, à terme, est-ce que lui en fait profiter aussi peut-être sa famille, vous voyez? Enfin, tu vois, c'est vraiment, je pense qu'il y a dans la manipulation pervers, on va dire, le manipulateur pervers va effectivement avoir une adoration pour l'argent. Souvent, il laisse des dettes derrière lui ou alors il demande de l'argent à sa victime. Il va la ferrer par cela. Oh, donne de l'argent, on pourra faire ça ensemble. Puis après, on s'aperçoit qu'en fait, il l'a utilisé pour autre chose. Il va dire qu'il rend l'argent, mais il ne le rend jamais. Il partira souvent en laissant le compte vide. Il pourra avoir vidé les comptes sans même savoir. Il va aller fouiller dans les données, mais toujours avec comme but en fait de se nourrir lui-même, pas d'aider les autres, d'accord ?
Donc là, oui, l'argent rentre en ligne de compte souvent. Quand on demande aux victimes, est-ce qu'il vous a demandé de l'argent? Souvent, elles ont, ah oui, oui, il me doit, et c'est des sommes assez importantes, hein, il me doit 20 000 francs, 30 000 francs, des fois 100 000 francs, d'accord. Et puis, mais il va me les rendre parce que la victime y croit toujours. Et lorsqu'elle doit faire le deuil, en fait, de cette somme, ça devient compliqué. Et pour terminer, donc la victime qui a conscience qu'elle se fait bouffer, comme on dit, hein, pour plein de points, et qui ne sait pas comment faire pour casser cette relation, pour reprendre sa position. Est-ce qu'il y aurait déjà un premier pas à faire? Est-ce que c'est simplement de s'imposer, de se dire stop, qu'on rentre plus dans le jeu de l'autre? Alors, ça se fait pas à pas. Ok, je pense qu'il faut vraiment prendre ça très au sérieux. Si elle arrive à couper la communication directement, effectivement, on peut le faire. Mais c'est souvent pas le cas parce qu'elle revient très vite dans le cercle. Donc, je pense qu'il faut vraiment dire que ça se fait pas à pas. Tout ça, c'est quelque chose qui s'organise avec des professionnels autour, avec des prises de conscience, avec un travail. Et puis, pour justement éviter le retour trop tôt, peut-être éviter aussi de partir trop tôt parce qu'on n'est pas prête. Et je pense que des fois, il faut aussi admettre qu'on n'est pas prêt pour affronter tout ce qui suit. Je tiens à dire que souvent, partir, c'est pas la solution de facilité. Hein. Partir, c'est ce qu'il y a de plus dur. Couper la communication, décider qu'effectivement on en a assez, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et c'est là où justement, il va falloir avoir des accompagnants et des intervenants autour de soi. Eh bien, c'est pour ça que tu es là. Petite question à toi, Nathalie. Donc, en dessous du chat, il y a un bouton avec ton lien qui va sur ton site internet, donc pour trouver tes coordonnées. Dans l'enregistrement, donc quand l'enregistrement de cette soirée sera sur votre espace membre, il y aura également l'adresse de ta chaîne YouTube. Hein. Tu as une chaîne sur YouTube aussi, Nathalie, et une page sur Facebook, une page professionnelle Facebook. Donc, toutes les coordonnées seront mises sur l'enregistrement dans votre espace membre dans les 48 heures, comme d'habitude. Et puis, si vous avez encore une question, c'est le dernier moment. Et moi, j'ai une question encore. Est-ce que tu fais des consultations à distance par Skype ou bien est-ce que tu consultes que sur la région, la Suisse romande, Genève ou Lausanne? Je donne des consultations par Skype. Donc ça aussi, je suis en train de refondre en fait toute mon image web. Donc il va y avoir effectivement la possibilité même de réserver en ligne très prochainement, d'ici la semaine prochaine. Mais vous pouvez me contacter sur mon adresse email, mes téléphones pour justement convenir d'une consultation par Skype. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, pour toutes les personnes qui ne sont pas en Suisse, et je sais que vous êtes nombreux, même ce soir, vous êtes nombreux à habiter principalement en France. Et si vous avez justement, comme disait Nathalie avant, vous êtes aussi concerné, je pense, pour semer ces petites graines et puis avoir cette prévention, ce petit message à passer. Et si dans votre entourage, vous constatez que vous avez peut-être une amie ou un ami qui est confronté soit dans son domaine professionnel, soit relationnel, soit au niveau de ses enfants, dans un climat de manipulation perverse, comme on a vu ce soir, eh bien, c'est peut-être à vous de mettre la petite graine et puis de donner les coordonnées de Nathalie. Est-ce que c'est bien juste? Voilà, exact. Parfait. Je te remercie beaucoup et je remercie tous les participants et je réponds à vos questions également. Voilà, donc Nathalie est à votre disposition. Vous avez les coordonnées sur son site internet. De toute façon, vous aurez toutes les coordonnées dans l'espace membre. Nathalie, je te remercie énormément d'avoir participé à cette session en direct. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup échanger en dehors de l'organisation de cette soirée, parce que ça demande quand même un petit peu d'organisation, hein, même si on ne se rend peut-être pas compte, mais c'est quand même ça. Je me réjouis de te rencontrer sur Genève. Je dois y venir prochainement de toute façon. Donc, on va s'organiser le temps pour faire un peu la synthèse de cette soirée et puis de ce qu'on peut faire parce qu'il y a tout à faire exactement. Je te remercie. Merci. Bonne soirée. Bonne nuit. Et non, on coupe pas. Pardon? Non, j'allais couper. Mais tu peux. De toute façon, c'est terminé. C'est terminé. Maintenant, ils vont tous se coucher. Ça suffit. Vous allez tous vous coucher maintenant. Hein, ça fait depuis 8 heures qu'on est ensemble. Mes amis, on se retrouve le 9 octobre, mardi 9 octobre. C'est à noter dans votre agenda. J'ai le papier qui doit être là. Oui, il est là. Donc, le 9 octobre, c'est noté dans votre agenda. Prochaine diffusion du Be The One Club avec un nouvel invité
une nouvelle thématique, de nouveaux outils. En attendant, je vous retrouve pour la plupart d'entre vous tous les matins dans le Be The One Flash, la petite capsule vidéo de tous les matins sur un groupe Facebook privé. Et puis pour les autres, eh bien, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, plein d'amour avec tout votre entourage. Donc, croyez en vous, vivez chaque seconde avec passion, prenez soin de votre bonheur, mais pas seulement du vôtre, mais de celui de tous ceux que vous aimez. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette diffusion. À très bientôt. Allez, ciao, ciao.